l'enregistrement. Et c'est parti. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2017 des 24 heures du Pass en mode francophone. Tout d'abord, simplement une petite introduction rapide avant de laisser la place à Philippe qui va se faire un plaisir de vous faire une session sur Azure Machine Learning par exemple. Donc, tout d'abord, merci au groupe d'utilisateurs qui ont permis l'organisation de l'événement, à savoir le Virtual Chapter Global francophone du PASS, l'organisation du PASS elle-même, bien entendu, les communautés de développement de Montréal et l'incontournable Gus qu'on retrouve sur tous les événements data de France et autres. Petite intro technique tout simplement, donc si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez dans les onglets de votre module GoToWebinar un onglet qui s'appelle questions. Alors cet onglet va servir à deux choses. La première, c'est si vous avez un petit souci technique, vous n'entendez pas ou vous ne voyez pas, ou voilà. Et donc là, le modérateur prendra en charge votre question. Et L'autre partie, évidemment, c'est pour poser vos questions sur le sujet même de la session. Donc, c'est l'endroit où on va tout rassembler. Et puis, en fin de webinaire, Philippe se fera un plaisir de vous répondre en y jetant un coup d'œil. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité dans votre écran de zoomer, de prendre des snapshots, etc. Mais de toute façon, la session est enregistrée. Donc, je vérifie que mon enregistrement est bien en cours. Oui, oui, pas de souci. Et je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas de tweeter également. C'est important pour faire vivre les événements et les rendre interactifs. Voilà. Donc, merci d'être présent et je vais donner la main à Philippe. Donc, Philippe, voilà, tu vas pouvoir partager ton écran et je vais te confirmer que effectivement, cet écran est bien partagé, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Allô, Philippe? Oui. Attends, il faut que je clique là. Voilà, ça doit être bon. C'est parfait. Nous voyons ton slide. Voilà. Bon, parfait. Je te remercie Isabelle pour cette courte introduction et on va pouvoir donc commencer pendant cette 1 heure pour l'heure qui vient pour parler de Azure Machine Learning par exemple. Vous verrez, c'est une session, comme je vous ai promis, pas trop de slides, mais très dense. Donc, je suis Philippe Gégère, je travaille pour la société Titanium, je suis formateur certifié, consultant, je m'occupe de beaucoup de choses autour des produits de Microsoft, aussi bien SQL, administration, dev, BI, et puis d'autres choses comme Data Insight, etc. sur la plateforme Azure. Donc voilà. Le contexte de notre session qui arrive, en fait, vous allez voir, c'est quelque chose peut-être qui est connu, mais les données ont été modifiées pour être adaptées à cette session. Donc, on a la société AdventureWorks Cycles qui vend des vélos, ça ne change pas, et a récupéré un volume important de données sur ses clients existants. Et dans ces données qu'on a, on en a deux types. On a des données démographiques, nom, prénom, je vais les détailler juste après, puis des informations, savoir si ces clients ont acheté ou pas des vélos. Et combien ils ont dépensé en moyenne par mois comme dans le magasin qui nous intéresse. Et l'objectif qu'on a, c'est qu'on a des données d'autres clients dont on ne connaît que les données démographiques et on a la volonté de calculer s'ils vont acheter à terme des vélos ou pas. Donc un public qui peut être intéressant à qui on veut vendre des vélos et éventuellement quelle est la dépense moyenne mensuelle que ces clients peuvent dépenser. Alors pour ça, j'ai deux datasets et qui contiennent les informations suivantes. Un Customer ID, le titre, le nom, le prénom, le middle name, le suffixe, les adresses 1 et 2, la ville, la région, le pays, le code postal, les numéros de téléphone, ça c'est la première moitié de ce qu'on a. La deuxième moitié sur la slide suivante, la date de naissance, le niveau de diplôme,
Alors ça, on a des valeurs fixes. L'occupation, alors c'est des termes anglais, hein, c'est le type de métier qu'ils exercent. Si ce sont des hommes et des femmes, s'ils sont mariés ou célibataires, s'ils sont propriétaires de leur bien, le nombre de voitures qu'ils possèdent et le nombre d'enfants à la maison. Alors par rapport au nombre d'enfants à la maison, on a aussi le nombre total dont les clients disposent d'enfants et les les données annuelles et une donnée technique qui est la dernière fois que l'enregistrement était mis à jour. Ça, c'est une donnée plutôt technique. Donc ça, c'est le premier dataset sur les données démographiques. Le deuxième dataset, ce sont les données plus économiques, puisqu'on retrouve le Customer ID, mais surtout, est-ce qu'on a un indicateur qui dit si ce client a déjà acheté ou pas des vélos, et combien il a dépensé en moyenne par mois sur les derniers mois auprès de AdventureWorks. Donc deux datasets, les données démographiques, les données de vente. Ces données, moi j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà chargé parce qu'il faut un petit peu de temps sur l'interface. Donc j'ai précisé le premier dataset pour le charger et je les ai récupérés. Enfin, le deuxième dataset, j'ai fait pareil. Et voici les deux datasets qui ont été chargés. Donc maintenant, je vais laisser la place à la démonstration. J'en ai fini avec les slides. Je vous avais promis que je ferais rapide, et voilà. Donc pour ça, je vais partir sur le navigateur et je vais aller sur le Azure Machine Learning et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Pour ça, l'adresse est studio-azureml.net et nous y voilà. La première chose à faire, c'est s'authentifier. Voilà, le temps que ça arrive. Donc, je vous avais dit les deux datasets que je disposais des données démographiques, dans un premier temps les données de vente, on les a bien ici. Donc l'objet maintenant, c'est de pouvoir récupérer ces données qui sont brutes, qui sont issues d'un système autre, et de pouvoir triturer tout ça à travers le machine learning pour essayer de voir si on peut prédire le fait que les clients vont acheter des vélos ou pas, et combien ils peuvent dépenser par mois. Alors, quand on dit dépenser par mois, je précise tout de suite, c'est pas forcément acheter des vélos, ça peut être aussi acheter des accessoires, puisque AdventureWorks ne fait pas que des vélos. Donc on est parti. La première chose à faire, c'est de créer une nouvelle expérience. Donc je vais sur l'onglet expérience et je fais New. Et je lui dis que je veux une expérience blanche. On va vraiment faire ça from scratch. Voilà. Et je vais reprendre mon petit scénario pour pas rien oublier. Donc voici, on est ici sur l'écran blanc. La première étape qu'on va faire pour pouvoir s'y retrouver, on va renommer notre expérience et on va l'appeler 24 Hop Azure ML. Voilà. Là, le titre est changé. Je vais récupérer déjà mes datasets. Donc j'ai à gauche un certain nombre de menus et je prends comme... Vous verrez que c'est très similaire à SSIS. Et je positionne dans ma zone de travail le composant. Si je fais un clic droit, je peux visualiser un écran qui va nous servir très très souvent, qui nous donne un petit peu des informations sur ce qu'on a. Donc là, on est sur le dataset. Voici les informations du dataset à travers la fonction de visualisation. On a 18 361 enregistrements pour 24 colonnes. Donc, j'ai Customer ID. Tout ça que je vous ai cité tout à l'heure sur la slide, je retrouve les différents champs, etc. Et une petite représentation, par exemple, une présentation sur le revenu, le nombre de mariés, etc. Mais on va analyser ça un peu plus finement. Ce que j'ai fait, alors, le problème c'est que préparer les données, ça prend un certain nombre de temps. Moi, j'ai qu'une heure, donc j'ai fait un certain nombre de travail préparatoire. Et ce que je sais que sur ces données, en fait, j'ai des doublons. Donc la première chose à faire, c'est de supprimer ces doublons et j'ai une tâche que je vais coller qui s'appelle Remove Duplicate Rows que je vais associer. Et vous allez voir, je crée un chemin entre les deux tâches et voilà.
C'est comme du SSIS, hein, pour ceux qui connaissent, et je vais modifier les paramètres pour dire que je veux que tu me filtres les doublons sur le Customer ID. En fait, en regardant attentivement les détails, alors sur mon blog, je vous ai mis l'accès aux data sources, aux datasets. Donc à vous, si vous voulez, vous pourrez regarder. Mais en tout cas, si on regarde attentivement, c'est ce que j'ai fait avant, on voit qu'il y a des Customer ID qui se répètent et qui ont exactement les mêmes valeurs sur les autres champs, sauf que la date de dernière mise à jour du SI, en fait, elle est différente. Mais sinon, tous les autres champs sont les mêmes. Donc, je vais simplement lui dire de me supprimer les éléments en doublon, ça me suffit. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde et j'exécute cette tâche. En fait, cette expérience, exactement. Voilà, il bascule. Comme SSIS, on a aussi cette bascule d'écran. Et quelques secondes, on va le faire souvent, voilà, c'est fini, j'ai la coche verte. Et si je regarde le résultat à travers la visualisation, je vois que je suis passé à 18 355 enregistrements, ce qui est pas mal. Donc là, j'ai les données démographiques et j'ai aussi besoin des données que j'ai mis de côté, voilà, les données des ventes. Et si je regarde, 3 colonnes, est-ce que le Customer ID, est-ce que le client a acheté ou non des vélos et la dépense moyenne. Et j'ai 18 355 enregistrements comme le résultat de l'étape où j'ai supprimé les doublons. En fait, j'ai regardé avant et j'ai vu que j'avais les mêmes ID des deux côtés. Donc maintenant, l'étape qu'on va faire, c'est associer à chaque client les données démographiques et maintenant les données de vente. Donc voilà, je positionne une tâche qui s'appelle John Data et toujours à droite, je vais modifier mes paramètres et je vais dire que la jointure se fait sur le Customer ID et je choisis le champ. Voilà, je modifie. Voilà, et je lui dis que tu me gardes qu'un seul à droite, tu me supprimes la clé de jointure, puisqu'on n'a pas besoin. Donc à nouveau, je sauvegarde et je fais une jointure et je fais un run. Le temps que ça se déroule, pardon, le run n'est pas parti, voilà. Maintenant, on va continuer de préparer les données. Il y a des données qui ne servent à rien. J'imagine que c'est pas parce que je m'appelle Paul, Pierre ou Jacques que je vais acheter plus ou moins de vélos. Donc il y a des champs, on va voir qu'on va estimer qu'ils ne servent absolument à rien pour faire la prédiction parce que ce sont des champs qui n'apportent rien dans la prédiction. Le nom, le prénom, le nom du milieu, le suffixe, l'adresse, etc. Donc pour ça, on va les supprimer et j'ai une tâche qui s'appelle Select column in dataset et voilà, je fais la jointure et je vais lui dire tu me prends toutes les colonnes sauf que tu vas m'exclure celles qui ne m'intéressent pas, à savoir le titre, le prénom, le nom du milieu, le nom de famille, le suffixe, l'adresse 1 et l'adresse 2. Vous comprenez bien que si c'est parce que j'habite place Jural de Gaulle ou une autre adresse, que ça changerait quelque chose. Le code postal ne me sert pas parce que j'ai la ville, donc je n'en ai pas besoin. Et le numéro de téléphone, je peux aussi les supprimer. Voilà. Voilà, donc ça, je vais supprimer cette étape. Je vais faire d'autres transformations aussi pour rendre un peu plus lisible. Alors j'ai fait le choix d'utiliser un script R, c'est juste pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc je vais rajouter une tâche de type script R, du langage R, et j'ai ma zone à droite ici, et je vais, alors là j'ai préparé le script parce que c'est assez long, et c'est pas intéressant dans le cadre de cette session de voir comment est-ce qu'on tape du script R, mais je supprime le texte initial, je colle mon texte, et globalement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le R va récupérer les données, et on va lui dire que quand j'ai une valeur 0 ou 1 pour le champ by biker, qui est donc le champ qui me dit si la personne a acheté ou pas les vélos, je mettrai oui ou non.
L'avantage est double, un, ça rend lisible, et deux, ça permet d'éviter que le système croit que ce sont des valeurs continues, c'est-à-dire que la personne a acheté 0,2 vélos, etc., ce qui serait quand même un comble, donc c'est plutôt une valeur 0 ou 1 uniquement. Je transforme MF pour le genre en masculin-féminin. Je fais pareil pour marié ou célibataire. Et ensuite, s'il est propriétaire de son appartement, je mettrai oui ou non à la place des valeurs 0 ou 1. Et ensuite, je mets dans le flux de sortie les modifications qui viennent d'être attribuées. Donc, je le récupérerai sur le flux de sortie numéro 1. Donc, on va exécuter, sauvegarder et exécuter. Donc, voilà, quelques secondes encore. C'est assez rapide. Bon, c'est la latence. Voilà, on y est presque. Voilà, et donc si je visualise ça, nous allons voir que on a bien homme-femme dans la colonne genre, j'ai bien le statut marié ou pas marié. Ici, j'ai des représentations à chaque fois des valeurs qui sont données. Je peux afficher, vous voyez, il y a beaucoup plus de clients aux États-Unis qu'au Canada, etc. Bon, cette représentation que nous offre Azure Machine Learning nous permet de faire des choses, mais c'est pas suffisant. Ce serait bien de pouvoir avoir un peu plus loin. Et pour ça, je vais vous montrer une fonction qui utilise les notebooks Jupyter. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer. Alors pour y arriver, il faut d'abord que je fasse une extraction CSV de mes données. Donc voilà, je vais l'associer ici et je vais exécuter cette tâche à nouveau pour charger le CSV. Mais on ne va pas l'extraire, on va lancer une autre étape qui s'appelle les notebooks Jupyter. Alors, il ne génère pas à chaque fois les tâches qui ont déjà été exécutées, il n'exécute que les nouvelles tâches que j'ai ajoutées ou celles que j'ai modifiées. Et donc, je vais ici, je vais lancer la commande Open in a new notebook en utilisant du R. J'aurais pu utiliser Python, mais là, j'ai fait le choix d'utiliser du langage R, qui, pour ceux qui ignorent, est un langage destiné vraiment aux data scientists, à tous ceux qui veulent manipuler des données d'un point de vue statistique. Voilà, donc ici, je tombe sur une nouvelle page web, et on est dans un produit qui s'appelle Jupyter. Alors le PY rappelle Python, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'environnement Python. PY, c'est beaucoup de choses commencent par PY pour appeler Python. Et donc on a quelques tâches, on a quelques cellules. Et chaque cellule, je vais pouvoir les exécuter, leur faire exécuter le code que je veux. Donc le but du notebook, en fait, c'est de pouvoir exécuter des tâches, bricoler, tester, changer le script, etc. pour voir, et puis de voir comment ça réagit, tout ça. Donc la première tâche que je vais exécuter, qui a été créée de fait, c'est le chargement des données dans l'environnement R. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais pouvoir visualiser, voir si effectivement les données y sont bien. Donc je récupère les données que j'avais dans mon studio, dans mon éditeur Machine Learning. À partir de là, eh ben, je vais pouvoir, par exemple, regarder un petit peu plus finement mes données. Alors j'ai une commande R qui s'appelle Summary. Et mon dataset, il s'appelle date, tout simplement. Et voilà. Donc il me dit, par exemple, j'ai un champ qui s'appelle Customer ID, j'ai City, donc Customer ID, ça aurait pu être des choses que j'aurais pu supprimer, qu'on le fera après, etc. J'ai par exemple le back buyer, vous voyez c'est un champ texte maintenant. J'ai le revenu moyen ici qui est donné, qui est aux alentours de 6000 unités. Alors on peut s'imaginer que c'est des euros ou des dollars. Je peux trouver aussi l'argent moyennement dépensé en moyenne, et vous voyez que le médian est aux alentours de 51 unités monétaires, euros ou dollars. Donc ça nous aide bien déjà. C'est pas suffisant. Alors, ce qui marche bien pour comprendre les données, c'est quand même les aspects graphiques. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est mon cas. Donc, je vais rajouter un bout de code que j'ai préparé et je vais l'exécuter.
Et quelques secondes. Et voilà, j'ai ici l'association de dans ce graphique, dont je ne détaillerai pas parce que c'est peut-être pas assez probant, donc il faudra peut-être que je travaille mon graphique autrement. D'un côté, j'ai les revenus, et de l'autre, j'ai l'argent dépensé en moyenne. Alors ça, alors là, on commence brut, bon, c'est pas précis, on va essayer d'analyser autrement. Et je vais vous proposer, alors, vous imaginez bien que je ne peux pas créer du R en direct avec vous parce que le temps que je frappe, l'heure sera passée. J'ai préparé des scripts et je vais vous les dérouler, je fais des copier-coller. Et donc celui-ci, par exemple, va être intéressant, ce script, parce qu'on voit sur une représentation que dans notre base, on a un peu prééquilibré, on a un petit peu plus de gens qui ont acheté des vélos que ceux qui n'ont pas acheté. Hein. 10 000 clients ont acheté des vélos contre à peu près 8 000. On a quand même un échantillonnage de ce côté-là qui est représentatif. Ici, je vois cette forme un peu gaussienne qui nous dit combien les gens ont dépensé, et on retrouve effectivement la valeur médiane tout à l'heure de 51, que je retrouve dans le petit tableau que je vous ai mis aussi en haut, là. Donc, et puis, on a aussi les quartiles à 49 et à 53. Et en parlant de quartiles, en fait, quelque chose que les data scientists aiment bien représenter, c'est les box. C'est les box plots, voilà, je cherchais le terme, qui représente ici le gros trait au centre de la boîte, c'est la valeur médian. Les deux extrémités de la boîte, c'est le premier quartile en bas et le troisième quartile, c'est-à-dire l'endroit où se situe le premier quart par rapport aux trois quarts, et ici les trois quarts inférieurs par rapport au quart supérieur. Et on arrête ça sur les deux bornes ici, et tout ce qui est représenté par des points, en fait, on peut considérer que ce sont des valeurs qui sont un peu extrêmes et qui ne sont pas forcément représentatifs. Là, on voit qu'effectivement, ceux qui ont acheté des vélos dépensent plus que ceux qui n'achètent pas de vélos. Donc c'est déjà une première logique qu'on peut retrouver avec ces graphiques-là. Et c'est vrai que par rapport à des données brutes, la représentation graphique apporte beaucoup de choses à la compréhension. Le script suivant que je vous propose, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de visuel que je vais vous proposer. Tout simplement, j'ai préparé 4 représentations graphiques sous forme d'une fonction. Et ma fonction s'appelle autobox. C'est toujours du R. Et à partir de ça, à partir de cette fonction autobox, je vais pouvoir l'appliquer sur les différents champs et les associer au fait que les clients achètent ou pas les vélos et combien ils dépensent. Alors par exemple, je vais appliquer cette fonction autobox sur le champ country region name. Voilà, et j'applique ma fonction auto.box. Voilà, et j'exécute ça. Si je n'ai pas fait de faute de frappe, voilà, je l'ai. Donc on voit que par exemple, dans les pays, comme tout à l'heure j'avais vu, il y a beaucoup plus de clients aux États-Unis, un peu moins au Canada. Le deuxième rang est occupé par l'Australie au niveau de mes données. Maintenant, au niveau by biker, comment ça se situe? Ici, j'ai une représentation sur 100%. Tout ce qui est vert, ce sont les gens qui ont acheté, et tout ce qui est en rouge, en orange, c'est ceux qui n'ont pas acheté. On voit qu'en fonction des pays, il n'y a pas une variation très importante. Globalement, tous les gens achètent à peu près les vélos avec la même fréquence, quel que soit le pays. Ensuite, ici, je représente toujours mes boîtes par rapport au pays, par rapport aux critères de la dépense moyenne mensuelle. Et on voit que pareil, on ne voit pas franchement de grosses différences, quel que soit le pays. Donc le pays, a priori, ne serait pas un élément discriminant. Alors j'ai une même représentation qu'au-dessus, sauf que c'est sous la forme d'histogramme, et ce serait intéressant, on verrait des choses si on avait les courbes gaussiennes qui se décaleraient soit à gauche ou à droite. Là, on voit qu'elles sont à peu près toutes centrées sur la valeur de 51, la valeur 51. Alors, si le pays n'est pas un élément discriminant, on va regarder d'autres. Alors, on va essayer, je vais vous en présenter quelques-uns rapidement. En fonction de la profession occupée de la personne, et là, on voit qu'effectivement, il y a des grosses différences. Par exemple, la première en fait, représentation représente la distribution dans notre dataset. Donc, on a beaucoup plus de skills manuels que de professionnels.
Maintenant, si on regarde qui achète, qui n'achète pas, on voit que les professionnels achètent plus de vélos que les manuels. Ok. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être un discriminant qui va pouvoir nous favoriser dans la prédiction qu'on aura qui achètera, qui n'achètera pas des vélos dans les éléments finaux. Pareil on trouve exactement la même logique sur la dépense. Ceux qui utilisent des postes manuels ont dépensent beaucoup moins que ceux qui sont les professionnels. Et on retrouve ces comportements aussi avec ces décalages, par exemple du vert un peu plus vers la gauche par rapport au professionnel qui est plus vers la droite. Alors je pourrais faire ça avec un certain nombre. On va regarder aussi au niveau des enfants. Est-ce que le fait que les clients ont des enfants ou pas va être un élément discriminant? Alors je vais vous les faire, on ne va pas les regarder attentivement. On voit qu'il y a une légère, effectivement, s'il n'y a pas d'enfants ou s'il y en a beaucoup, par exemple 3, ben les gens n'achètent pas de vélo ou dépensent peu. Mais c'est pas franchement probant. Mais j'ai un autre champ dans mon dataset qui lui c'est le nombre total d'enfants dans la maison, dans l'appartement. Et là, si j'utilise ce champ-là qui est donc le number of children at home, et là on va voir qu'effectivement, alors vous voyez que dans notre dataset on a beaucoup de clients sans enfants à la maison, mais on retrouve aussi que s'il n'y a pas d'enfants dans la maison, eh ben, les gens achètent moins de vélos que s'ils ont 1, 2 ou 3 enfants. Par contre, au niveau du revenu, de la dépense mensuelle, c'est moins probant. Il y a un petit écart, mais c'est quand même beaucoup moins probant. Et on va s'intéresser maintenant, et je finirai là-dessus dans notre notebook Jupyter. Je vais m'intéresser au revenu mensuel, annuel. Alors là, on va voir déjà quelque chose, c'est que dans la distribution, en fait, on a des trous. Alors notre modèle, il n'est pas très fiable parce que, vous voyez, en fonction du revenu, ça va jusqu'à 150 000, et ben j'ai des valeurs qui existent ici, puis j'ai des trous, des absences, etc. Je pense que comme le fichier a été traité, trituré un petit peu, ça vient de ça. Et si on regarde ensuite au niveau de l'achat ou pas, et en fait on remarque que ici j'ai un décochement, c'est-à-dire que les bas revenus n'achètent pas du tout de vélo. Et à partir d'un certain revenu, ils commencent à acheter plus en plus de vélos au fur et à mesure que ça augmente. Ça, on va pouvoir préparer les données, c'est l'étape que je vais vous proposer quand je reviendrai sur le studio. Donc j'en ai fini avec le notebook. Le but du notebook étant, effectivement, vous voyez, on a pu déterminer des choses et analyser plus finement les informations. Et le fait que ce soit représenté graphiquement avec les scripts que j'ai générés nous ont donné pas mal d'informations. Donc je reviens sur mon expérience de base et je vais, alors une chose que je n'avais pas faite tout à l'heure, c'est un oubli, je vais déjà le récupérer. Je vais supprimer 2 champs. Donc là, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. Je vais supprimer 2 champs que j'aurais dû supprimer. Voilà. Qui sont les champs. Je colle ma tâche select. Donc je prends tous les champs et je vais exclure les 2 champs dont je sais qu'ils n'ont aucune importance, c'est le Customer ID et le Last Updated, c'est-à-dire les données qui sont propres à mon SI, à mon système de base de données source. Donc le numéro de client dans mon SI n'a aucune importance, et le fait que les données ont été générées la dernière fois n'a aucune importance. Voilà, donc là j'ai récupéré mon petit oubli. Voilà. Et je vais maintenant, en fonction de ce qu'on a détecté dans le notebook, on va faire des transformations supplémentaires. Et là, pour vous montrer ces transformations, je vais utiliser du langage SQL. Donc c'est une autre façon de le faire, de préparation des données. Je vais utiliser du transformation SQL. Et le script qui va, alors on vous dit, vous voyez, c'est du en bas dans l'aide, on vous dit c'est du langage SQLite ou SQLite, je ne sais pas comment on dit. Et bon, c'est du SQL hein, assez basique. Et je vais prendre ce que j'ai préparé et je vais vous le copier dans la zone ici et on va voir ce que ça fait. Donc select étoile, donc je récupère tous les champs et je vais d'abord calculer l'âge parce que
L'information que j'ai, c'est la date de naissance. Donc la date de naissance, c'est quand même un peu trop large. Donc je préfère travailler sur l'âge réel, donc la différence par rapport à cette année, donc l'année 2017. Et par rapport à l'âge aussi, j'ai vu qu'il y avait des comportements complètement différents sur les différents éléments que je veux prédire, selon que le client n'a pas 18 ans, ou a jusqu'à 18 ans, entre 19 et 25 ans, entre 26 et 29 ans, 30 et 50 ans, et au-delà de 51 ans. Donc ça, c'est ce que le notebook m'a pu le faire. En regardant attentivement, en 1 heure, je ne peux pas tout vous montrer, vous m'en excuserez. Je vu aussi que ce que je peux enrichir aussi, c'est de dire, ben, en fait, le propriétaire de voiture, eh ben, qu'il ait l'élément de discriminant, c'est a des voitures ou n'en a pas. Qu'il en ait 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, mais l'élément discriminant, c'est a ou n'a pas des voitures, c'est ce que j'ai fait. Tout à l'heure, on avait vu que le fait que y ait des enfants à la maison ou pas, ça changeait complètement les choses. Donc j'ai rajouté un champ qui me dit no child ou un ou plusieurs enfants. Pareil sur les salaires, donc la valeur de rupture de tout à l'heure que je cherchais, c'était 25 000. Donc en fonction des salaires de mes clients, bah, je rajoute un champ qui s'appelle income range, en fonction qu'il a le client à moins de 25 000 de revenus, entre 25 et 30 000, de 30 000 à 50 000, de 50 000 à 75 000, de 75 000 à 100 000, et de 100 000 à 125 000, et au-delà de 125 000. Donc c'est le notebook qui a pu me montrer tout ça quand je regarde plus attentivement les informations. Donc, voici ma transformation de type SQL. Et maintenant que j'ai fait cette transformation, je vais pouvoir supprimer une colonne qui, à mon avis, ne sert vraiment pas parce qu'elle est trop large. C'est la date de naissance. Donc je vais supprimer la date de naissance. Donc là, je vais prendre tous les champs dans ma tâche Select Column in Dataset et je vais exclure la date de naissance qui est ici. Voilà. Et je fais et je valide. Je valide. Voilà, c'est fait. Et je sauvegarde tout ce que je viens de faire. Et quand ce sera sauvegardé, je vais l'exécuter tout ça. Et on va regarder le résultat. Alors, comme beaucoup d'éléments, quand on fait on manipule les données, on passe beaucoup de temps à analyser ces données. Donc il faut savoir que la phase que je suis en train de faire, là où je prépare mes données, je les transforme, je les analyse et je les adapte au mieux, c'est ce qui représente à peu près dans le machine learning 80% du temps, si on veut un indicateur un peu approximatif, mais qui soit représentatif. Donc c'est ce qui représente beaucoup de temps. Donc voici le traitement est terminé et je peux regarder maintenant quelles sont les données que j'ai conservées, comment je les ai préparées. La ville, les pays, non pardon, excusez-moi, les régions, les pays, le niveau de formation, le métier, le genre, le statut marital, s'il est propriétaire ou non de son logement, le nombre de voitures possédées, et sachant que j'ai rajouté un champ qui contient s'il a plus ou moins de 0 voiture, en fait il a des voitures ou pas, les enfants à la maison, et ici je les traduis d'une autre forme, parce que je sais que c'est un élément de rupture, n'a pas d'enfants ou a des enfants. J'ai calculé l'âge, et je l'ai transformé aussi en différentes catégories. Parce que je pense que ça peut améliorer. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Le salaire qui est aussi traité tout à l'heure sous forme dans l'SQL, j'ai mon traitement par groupe. Et enfin, les deux champs qui m'intéressent, ont acheté ou pas des vélos, et le salaire moyen. Donc ça, c'est mon dataset tel que je l'ai maintenant. L'étape suivante, c'est des étapes préparatoires au machine learning et on va les faire ensemble et on va utiliser pour ça ce qu'on appelle, on va les modifier, les champs texte notamment, on va les modifier pour le dire que c'est des catégories, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir, essayer de les classer par ordre alphabétique parce que ça n'a aucun sens. On va les dire que chaque élément sont des catégories à part entière. Donc pour ça, on a une étape qui s'appelle
Edit Metadata, et je vais choisir les champs que je veux transformer en catégorie. Hein. Donc dessus, je prends ville, région, pays, formation, occupation, genre, statut marital. Je vais déjà copier ceci. Ensuite, je prends s'il a acheté des vélos, oui, non. L'âge range, propriétaire de vélo, de voiture, a des enfants à la maison, et là, ce sont les textes que j'ai générés. Voilà, et tout le reste, ce sont des champs, je vérifie, normalement c'est tout ça, ce sont des champs qui sont des champs numériques. Possède ou ne possède pas. Ah, pardon, il y a aussi celui-là, je l'ai oublié. Nombre total, AVG et l'âge, voilà. Donc ça, c'est bon. Cette étape-là, elle est bonne. Je les ai transformés donc en catégories. Donc si quand je vais normaliser, c'est l'étape suivante. Tous les nombres, un certain nombre de nombres à l'exception d'un. Donc normaliser. Alors qu'est-ce que c'est qu'exactement cette étape de normalisation? J'ai un peu de flag. Voilà. C'est quoi cette étape de normalisation? C'est que quand je calcule, alors c'est des problèmes purement mathématiques, c'est que quand je calcule des écarts entre la réalité et ce qu'il en est, si j'ai les revenus, ils sont sur une base jusqu'à 150 000 par rapport à des vélos qui sont ramenés de 1 ou 2. Donc c'est-à-dire que si j'ai des variations importantes sur le nombre d'enfants occupés à la maison par rapport au salaire, eh bien, une petite variation du salaire peut avoir pour des significations beaucoup plus grandes statistiquement et mathématiquement que si j'avais une grande variation sur le nombre d'enfants qui lui est sur un range jusqu'à 5. Donc l'idée ici c'est de travailler, de normaliser, de tout ramener. Ici, j'ai pris la fonction min-max, c'est-à-dire de ramener toutes les valeurs entre 0 et 1 pour tous les champs. Donc, c'est un prorata, mais où je réduis tout sur un intervalle de 0 ou 1. Donc, les salaires seront compris entre 0 ou 1, mais dans la même amplitude, en fait, au même prorata, et les nombres d'enfants, etc. Donc, je vais choisir maintenant les champs qui m'intéressent. Alors, il s'agit des champs. Alors, je veux par nom, parce que j'en veux un que je ne veux pas. Alors, ici, alors je prends le nombre de voitures, le nombre d'enfants, le nombre total d'enfants, leur salaire, alors il est là, et le dernier, l'âge. Donc ces cinq champs-là seront ramenés à l'issue sur une échelle de 0 à 1. Voilà, et maintenant je sauvegarde et j'exécute. J'exécute, voilà les deux dernières étapes. Ces deux derniers traitements vont aider le machine learning à certains algorithmes ont besoin de ces étapes-là, d'autres arrivent à s'en débrouiller, mais certains en ont besoin. Donc ce sont des éléments qui sont plutôt conseillés de rajouter pour qu'on ait une meilleure prédiction. Donc, si je regarde juste rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, je fais visualise. Et les champs numériques. La pyramide des âges de tout à l'heure est respectée, sauf que l'amplitude est de 0 à 1. Pareil pour le nombre d'enfants, on a à peu près la même représentation. Voilà, donc là mes données sont prêtes. Et on va pouvoir attaquer vraiment au fond du machine learning. J'espère ne pas avoir été trop long, mais la préparation des données est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps. La première chose que je vais faire déjà, maintenant que j'attaque le machine learning, c'est que je vais extraire et je veux m'intéresser à achète ou n'achète pas des vélos. Pour ça, j'ai une donnée en trop que je ne veux pas qui participe à ça. Il s'agit du revenu de la dépense mensuelle. Donc je vais exclure cette dépense mensuelle qui va me perturber et que je n'ai pas forcément. Donc pour ça, je prends toutes les colonnes et j'exclus achète le montant des dépenses mensuelles par client. Voilà. Alors, maintenant, on veut faire du machine learning. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe à gauche ici. Je vais fermer un peu tout ça
pour que ce soit lisible. J'ai des étapes de transformation. Je ne sais pas si ça vous rappelle pas SSIS pour ceux qui connaissent, mais moi je retrouve que c'est quand même la logique de préparation. On retrouve les mêmes tâches de préparation qu'SSIS, ou pour ceux qui font du Power BI, les étapes de préparation des requêtes. Voilà. Alors, ici je ferme les dernières. Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors, il y a de l'analyse de texte pour savoir les sentiments dans le texte, des fonctions statistiques, du Python, de l'analyse de temps pour trouver en fonction du temps s'il y a des occurrences, est-ce qu'on dépense plus en hiver, etc. C'est pas du tout ça qui nous intéresse ici, c'est vraiment le machine learning. Et donc je vais ouvrir le machine learning et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme élément. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les modèles que me propose. Alors les modèles, ça arrive, voilà. Les modèles, il en existe 5 types. Lequel est le bon? Alors ça, c'est la question. Lequel de ces 4, pardon, c'est pas 5, c'est 4. Lequel de ces 4 groupes, ça m'intéresse. Et en fait, pour ça, vous avez un aide-mémoire qui est proposé par Microsoft que je vous montre là. Et donc, cet aide-mémoire, on part de la fonction start, qui est quand même un bon début, et on va se poser la question. Est-ce que le but, c'est de trouver des points des points inhabituels, des choses un peu bizarres, auquel cas on s'intéresserait à tout ce qui est la détection d'anomalies. Est-ce que le but, c'est de classifier les clients? Non, ce n'est pas de classifier les clients en fonction des gros salaires ou des petits salaires, ce n'est pas cette étape-là. Est-ce que c'est le but de prédire des valeurs? Oui, mais ce n'est pas le cas tout de suite. Prédire les valeurs, il s'agit de prédire les revenus, les dépenses mensuelles, pardon, et ce sera le cas tout à l'heure, donc ça s'appellera une régression, c'est pas ce que je veux faire. Par contre, là, ce que je veux, c'est prédire des catégories, donc des valeurs, des oui ou non, des catégories. Est-ce que j'en ai plus que 2 ou 3? Dans ces cas, ça peut être du multiclass classification, c'est pas mon cas, j'en ai que deux valeurs, oui ou non. Dans ces cas-là, c'est cette zone bleue verte qui s'appelle la classification à 2 classes, 2 catégories. Donc j'arrive ici, le truc, c'est que j'ai pas moins de si je me souviens bien, de 9 algorithmes. Alors, vous voyez, on vous dit, si vous avez plus de 100 champs, c'est pas mon cas. Est-ce que vous voulez plutôt un modèle plutôt linéaire, etc. Bon, ceux qui ont plus ou moins d'empreintes sur la mémoire. Écoutez, je vais en prendre un. Alors, je ne vais pas le prendre au hasard parce que j'ai déjà un peu travaillé mon sujet. Donc, on va travailler sur la classification. Et là, on a le multiclass, c'est pas le bon. Je vais prendre le tout class Boost Decision Tree. Voilà. Donc ça, il y a, vous voyez, il y a des paramètres et il faut que je lui injecte des données pour qu'il apprenne à partir du nombre d'arbres dans mes arbres de décision, etc. J'ai un certain nombre de paramètres, mais il faut que je lui injecte les données. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que je leur ai injecté les données, il faut que je lui fasse une phase d'apprentissage. Donc la phase d'apprentissage, elle est là, elle s'appelle train model. Voilà, je vais coller mon train model. Et je l'associe. Et ce train model, je vais lui dire qu'il faut prédire le champ. Ah oui, c'est peut-être un peu tôt, pardon. C'est trop tôt. Je vais lui dire qu'il va falloir qu'il a... tout à l'heure, je lui dirai quel champ. Mais ici, il faut que je lui injecte des données. Là, j'ai injecté le modèle, mais là, il faut que j'injecte des données. Je ne vais pas lui injecter tout à fait la totalité de ma base de connaissances, de mes clients connus. Je vais le couper en deux avec un split data. Voilà. Et je vais l'associer. Et je lui dis, en fait, dans ce split data, tu en prends 75%, tu les envoies sur la branche de gauche, et c'est celui que j'utiliserai pour apprentissage. Et pour que ce soit répétitif, je mets le sandseed. Et les 25% autres, je le classifierai. Je ferai une classification, je scorerai, j'établirai un score de réussite ou pas de mon modèle. Alors justement, on va coller tout de suite mon étage pour établir un score de réussite. Donc une fois que j'aurai le modèle appris à l'issue de cette tâche train modèle, je vais prendre les 25% et mon modèle appris et je vais lui demander de scorer, c'est-à-dire que pour les 25% d'enregistrement à droite, je vais lui demander de me prédire les valeurs en fonction du modèle appris. Et pour savoir si c'est réussi, je vais
je vais l'évaluer. Voilà. Et avec la fin de l'étage d'évaluation, pourquoi il me dit qu'il y a une erreur? Parce que je ne l'ai pas encore exécuté. Donc je vais exécuter tout ça. Donc maintenant, j'ai positionné tous les éléments que vous voyez que je viens de positionner. En fait, ce sont les éléments qui servent au machine learning. Donc, alors attendez, il ne me propose toujours pas. Si, voilà. Alors là, je dis, je veux prédire le fait que les gens achètent ou pas des vélos, et pas l'âge, pardon. C'est une erreur de clic. Et je valide cette étape. Et ah pardon, excusez-moi, il y avait une erreur de saisie ici. C'est pas 7,5%, c'est pas 700%, mais voilà, 75%. Et voilà, maintenant je suis bon et je vais pouvoir prédire. Et je vais exécuter ça. Donc à l'issue de l'étape train modèle, j'aurai un modèle qui aura appris est-ce qu'il y a un lien entre tous mes champs démographiques et le fait qu'il achète ou pas des vélos. Voilà, il dit il faut un peu de ci, un peu de ça pour prédire, pour dire si je prends ci, si je prends ça, ben, je peux penser que la personne achètera des vélos ou pas. Voilà, alors c'est juste le temps que les tâches s'exécutent les unes après les autres, on va avancer. Donc voilà, le modèle a été appris. Alors, on va regarder très rapidement parce que on est un peu pris par le temps. À quoi ça ressemble? Ben, en fait, j'ai des arbres de décision qui disent la chose suivante, le temps qui représente. Voilà, si je pars, par exemple, en haut, il est parti de la tâche du nombre d'enfants à la maison. S'il y en a plus ou moins, je vais changer de position de l'arbre, etc. Et je vais tomber ici, par exemple, je vais en prendre un au hasard, ici, par exemple. Si je prédis le nombre d'enfants à la maison, le nombre de voitures possédées, l'âge, etc., eh ben, j'arriverai à une prédiction, ben, n'achètera pas de vélo en fonction des valeurs qui sont associées. Et ainsi de suite. Et vous voyez, des arbres, j'en ai plein. Et ensuite, il parcourt tout. Quand il fera l'exécution, on peut parcourir tous ces arbres et calculer la prédiction et à la fin, on va voir une valeur statistique en disant on pense qu'il achètera des vélos à tant de pourcentage, on n'achètera pas de vélos à tout pourcentage. Pendant que je parlais, je laissais finir le modèle. Donc ici, maintenant, j'ai un modèle qui est scoré. Si vous me permettez ce néologisme. Et je vais aller directement à la fin. Et vous voyez, il me dit que par exemple, dans le modèle, dans ma base de connaissances, j'avais yes comme achète des vélos et j'ai prédit à 0,97% qu'il n'achètera pas de vélo. Le nom, alors c'est de 0,1, donc on estime qu'il n'a aucune chance d'acheter des vélos, ce qui est pas mal. Mais yes, vous voyez, alors je vais prendre un où ça ne matche pas, par exemple ici, vous voyez, ici, le modèle, en fait la source de données disait qu'on savait que le client avait acheté, mais le modèle prédit n'a pas prédit et on a 0,48, donc c'est pas trop, hein, on est pile à la moitié. Donc là, le modèle n'a pas pu être très fiable. Comment on visualise ça de manière plus formelle et savoir si notre modèle est juste ou pas? On a pour ça cette représentation de courbe dans la phase d'évaluation. Et l'élément intéressant, c'est ce 0,79 pardon, qui me donne le fait qu'on est précis à 79%, si on veut le représenter en pourcent. C'est représenté sur cette courbe. Alors la courbe grise que vous voyez là, c'est 50%. C'est-à-dire une chance sur deux que je sois juste. C'est de la pièce en l'air. La pièce en l'air me dit que vous êtes juste à une chance sur deux. Et la courbe ici, plus je serai près de ce point ici, 1 là, mieux mon modèle sera. Donc 0,79, ça a l'air quand même pas trop mal. Alors ce qu'on voit aussi, c'est les vrais positifs et les vrais négatifs. C'est-à-dire, les négatifs, c'est non. Donc sur mon échantillonnage, j'en ai mis 486 où j'ai prédit non et c'était non. J'en ai prédit 2155 qui serait oui
et j'avais oui. Par contre, j'ai les faux négatifs, les faux positifs, c'est-à-dire les valeurs où je me suis trompé. C'était oui alors que c'était non, et c'était non à la place de oui. Donc mon modèle, il n'est pas suffisant. Ouais, il est suffisant, mais il n'est pas tout à fait juste à 100%. Alors, je vais passer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut améliorer la prédiction, et je vais pour ça, j'ai préparé des expériences que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est celle-ci. Et j'ai fait deux choses différentes par rapport à ce que je vous ai montré, et ça me demande une bonne vingtaine d'heures de calcul. C'est que l'étape de score de tout à l'heure, je l'ai changée par une autre qui s'appelle Tune modèle hyperparamètre, qui en fait, je lui dis, pour chacun des algorithmes utilisés, donc j'ai représenté ici les 9 algorithmes, et pour chacun, j'aurais dit, mais en fait, plutôt que de prendre une valeur unique de paramètres, de départ, bah, tu en prends plusieurs. Donc j'en ai un certain nombre ici, et l'étape Tune va en fait scorer le modèle en fait prédire le modèle, exécuter le modèle en utilisant toutes les paramètres, toutes les combinaisons de paramètres que je peux avoir. Et de retenir le meilleur. Et je vais exécuter ça. Donc il a tout prédit. Et j'ai rajouté aussi une étape qui peut être intéressante, je vous la montre rapidement. C'est qu'en fait, il me donne l'importance de chaque critère. Par exemple, pour ce modèle que j'ai utilisé, le fait que les gens possèdent ou pas des voitures me donne améliore le système à 11%. Donc c'est 11% de ce critère est essentiel. Par contre, il y en a qui ne servent absolument rien, comme la ville. La ville n'est absolument pas représentative. Donc voici les critères par ordre qui sont importants pour ma prédiction. Donc je reviens à mon expérience et de tout ce que j'ai vu de ce lot d'expérience, je sais quel est le meilleur modèle et les meilleurs paramètres. Et en fait, le meilleur modèle et le meilleur paramètre, je vais vous les indiquer, c'est il faut que je prenne 8 niveaux feuilles. Le nombre maxi, c'est 10, ça ne bouge pas. Le nombre de le taux d'apprentissage, alors ça, ceux qui ont les matheux et les statisticiens savent de quoi on parle. Moi, j'en ai pas besoin, je sais juste que le meilleur paramètre c'est 0,5 et ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin. 100 sur le nombre d'arbres construits, j'ai pas besoin de le changer et je prends quelque chose qui soit répétitif. Voilà. Et maintenant, je re-exécute l'ensemble et je vais faire un run. Et je vais tomber sur un meilleur modèle et on verra que le modèle là il me donne 81% de réussite par rapport aux 79 de tout à l'heure, c'est nettement mieux. Alors pareil, donc il exécute. Alors je suis un peu pris par le temps, j'ai un peu débordé, j'ai pris un peu plus de commentaires que ce que j'aurais dû faire, mais je vais continuer encore un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone questions pour les poser, pour les gens qui sont les participants. Voilà. Voilà, donc ici, maintenant, je peux regarder mon niveau et au niveau de l'évaluate modèle, et je vois que j'ai effectivement 81% de prédiction. Ça donne déjà une indication, c'est pas 100%, mais c'est mieux que les 50% de la pièce en l'air. Donc j'estime que mon modèle, là, il est suffisamment fiable, et je vais pouvoir passer maintenant à l'étape de créer un web service pour pouvoir exploiter les données et de faire mes prédictions. Parce que l'objectif, je vais vous le dire, c'est fichier Excel là qui contient des clients dont j'ai des données démographiques, mais je ne sais pas du tout s'ils achèteront ou n'achèteront pas des vélos. Et il faudrait que je puisse ici rajouter dans cette dernière colonne, est-ce qu'on va pouvoir prédire ou pas des vélos. Donc, on va passer pour ça, on va créer dans le machine learning un site web, un web service à partir de ça. Et donc regardez bien, ça bouge un peu.
Et en fait, il est en train de me créer une nouvelle arborescence de tâches. Voilà. Il a créé une nouvelle arborescence de tâches qui sera liée maintenant à des choses à prédire. On n'est plus sur de l'apprentissage, on est vraiment sur de la prédiction. Donc, je vais nettoyer un peu tout ça parce que je peux supprimer, je n'ai pas les données devant de ces clients. Je n'ai pas de doublons parce que ce sont des données uniques. Je n'ai plus de fusion à faire, donc je vais pouvoir attaquer directement à la tâche de cette première sélection. Voilà. Donc, je pourrais toujours utiliser mon dataset, mais en fait, ce sera plutôt mon point d'entrée du web service où je leur enverrai des données où on va exécuter ensuite la totalité de l'arbre avec ces données qui viennent. Donc, je supprime des informations, j'exécute mon code R, sauf que dans ce code R là, je vais nettoyer la partie by biker qui est le champ qui viendrait de les ventes mais que je n'ai plus, donc j'aurai une erreur. Je continue à nettoyer la suppression de ces colonnes-là, c'est très bien, qui sont Customer ID et Last Updated. L'étape suivante, la transformation SQL, je n'ai rien à changer puisque les champs, je les ai. Ce sont des données démographiques. Je supprime l'âge, pas de problème. Je vais supprimer ici, pardon, ici, voilà, je clique ici. Alors, je ne peux pas le faire, il faut d'abord que j'exécute parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas toutes les infos, donc c'est parce que les étapes précédentes n'ont pas été exécutées. Donc, il faut les exécuter, on y va, on va exécuter et je travaillerai sur la suppression, la correction du metadata qui sont en erreur. On laisse exécuter tout ça. Alors, je suis un peu plus long. Ceux qui veulent partir, ben, vous aurez la vidéo. Il est 13h moins 3. Pour ceux qui veulent rester ou qui peuvent rester, ben, je continue. On a presque fini, il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Donc, il faut attendre l'exécution des différentes tâches. C'est un petit peu plus long parce qu'il faut traiter les données. Et c'est pas non plus un délai exorbitant. Voilà, on voit les tâches qui s'exécutent avec les petits ronds qui tournent. Alors, je vous rappelle, on est dans Azure, donc tout est exécuté dans le cloud. Je n'ai rien à part le site web que la page web affichée dans mon navigateur. Voilà, donc cette étape est en échec. Il faut en fait supprimer le by buyer puisque je n'ai pas les données, c'est justement ce que je veux prédire, et forcément je ne l'ai pas avant. Ensuite, je mets un petit peu en forme pour que ce soit lisible. Les transformations qui sont ici, il n'y a pas de choses particulières. Cette étape-là, c'est des données de vente, je la supprime et je me rebranche directement sur le modèle. Et ici, je vais dire quels sont les éléments que je veux avoir dans le flux de sortie de la méthode du web service. Donc pour ça, je vais faire un select, un select column in dataset, pour ne pas me ramener toutes les données, mais uniquement les nouvelles données prédises qui m'intéressent. Voilà, hop. Et donc je veux garder que les champs. Alors, je vais voir si il me les sort ou pas encore. Oui, je veux que tu me prennes, tu m'exclus, pardon, tu me prennes aucune colonne, mais que tu m'inclus en flux. Voilà, le label, donc la valeur prédite, donc oui ou non, et un score, un pourcentage de scoring. Voilà. Et donc là, je vais l'exécuter une dernière fois. Ma partie web service est prête. Il faut juste que je l'exécute pour que l'ensemble des tâches soient bien prêtes. Donc ça, ce sont les étapes qui exécutera mon web service quand je l'appellerai. Encore quelques dizaines de secondes, le temps que ça avance. Je vois toujours pas de questions, donc n'hésitez pas, hein, je vous dis, si vous avez des questions, utilisez la zone de chat, la zone question de votre zone GoToWebinar pour poser des questions. Voilà, on y est presque. Voilà, l'ensemble
Alors, je vais vous le présenter. Voici l'arborescence de ce qui sera traité. J'envoie les données dans l'étape bleue ici. J'exécute toutes ces étapes et je calcule le score à travers le modèle qui était appris, que j'ai associé ici. Donc, qui est appris, donc qui sait comment, comment en fonction de ma logique métier, comment prédire les valeurs. Et en sortie, j'aurai les deux champs, le score, oui, non, achète des vélos, et un pourcentage. Et là, j'active le web service, tout simplement. Donc là, je suis en train de créer un web service de toute pièce. Vous avez vu, je n'ai pas développé une ligne de code, rien, c'est automatique. Maintenant que j'ai un web service, je reviens sur mes données Excel, et l'objectif, je vous ai dit, c'est de prédire sur ces lignes le oui ou non. Alors, comment je fais? Tout simplement, il y a un complément disponible dans Excel qui s'appelle le Azure Machine Learning que je peux utiliser et je vais lui associer, je vais déclarer le web service. Donc je veux créer un nouveau web service. Il veut quoi? Un URL, une clé de l'API. Alors la clé de l'API, en fait, elle est là. Quand j'ai validé mon web service, il m'a généré une clé. Donc je la récupère et je la colle dans Excel. Pour l'URL, c'est tout aussi simple. Il suffit juste d'aller sur la page Request Response, qui est ici. Et ils ont fait une modification il n'y a pas longtemps d'Azure Machine Learning. Ils ont changé le web service, mais moi je veux l'ancien web service avec son API, je le dispose toujours. Donc il suffit de taper sur Previous et voici l'URL dont j'ai besoin. Je fais un CTRL-C, un CTRL-V et je fais ajouter ce web service, ce lien sur ce web service. Voilà. J'ai le nouveau, il est bien reconnu, vous voyez, le 24 Hop Azure Machine Learning, c'est le nom que j'ai donné à mon web service. Donc maintenant, je suis prêt. Il faut que je lui dise, je vais appeler le web service avec les données. Pour ça, je vais lui dire où sont mes données. Donc ces données, elles vont de la cellule A1 jusqu'à jusqu'à X51, donc les 50 enregistrements plus les titres. Donc je prends cette zone-là, qui sont mes données, mes 50 prévisions, mes 50 clients que je veux prédire, et je veux lui dire que je veux les résultats ici en la cellule Y1. Pardon. Y1, voilà, dans la bonne zone, et je fais predict. J'ai une valeur dans Y1, et ça il n'aime pas, il faut que ce soit, la cellule doit être vierge. Je prédis, il faut que je retape ici la cellule, prédit, voilà, et normalement si tout se passe bien, j'ai ici une prévision, oui, non, et un score avec. Alors je vais mettre un peu en forme ce score, je vais remplacer le point, le point par une virgule parce qu'on est en France. Je vais lui dire rapidement que je veux que ce soit un nombre. Donc voici, 99. Je vais mettre un peu de couleur parce que c'est toujours plus lisible que ces chiffres bruts. Et je vais classer en fonction du taux de prédiction du plus petit au plus grand. Donc là, le premier client, là, ce client-là, on estime qu'il n'a aucune chance d'acheter du vélo et on a une prédiction de 0%. Et les suivants, guère plus, on faisait 0,3, 3%, un peu plus, la 25, on est un petit peu plus dans le doute ici. Et ici, on va tomber à des 75%, des 99%, on est quasiment sûr que ces clients-là achèteront des vélos. Donc voilà. Donc simplement en appelant le web service, j'ai pu arriver à scorer les clients dont je ne connaissais absolument rien. J'ai quelque chose qui est plutôt fiable. Alors comme j'ai plus le temps, j'avais prévu en cadeau bonus de vous le faire sur la partie régression, c'est-à-dire prédire les valeurs d'achètera pas.
En fait, je vais vous montrer plutôt le résultat final parce que toutes les étapes préalables sont tous les mêmes. Donc, si je regarde globalement, j'ai gardé les mêmes étapes de préparation de données, sauf que j'ai placé ici, à cet endroit-là, un modèle de type régression qui va calculer une valeur de combien est-ce que la personne va acheter. Pour m'en assurer, je vais visualiser le résultat du scoring. Voilà. Et ici, vous voyez que j'ai une colonne qui s'appelle Score Labels, donc qui me donne, et si je représente, vous voyez, c'est bien centré autour de 51%, de 51 euros ou dollars, la valeur. D'ailleurs, si je lui demande là-haut, il me dit bien, vous voyez, c'est 51, la valeur, le médian et la moyenne sont situés à 51,8. Donc ça, c'est juste par rapport à ce que j'avais au niveau de mon modèle connu. Et le résultat, je vais vous le donner. Alors, je l'ai fait. J'avais 25 clients que je devais prédire combien est-ce que ces clients avaient de chances, combien allaient-ils dépenser à la fin sur mes mois à venir, etc. Et voici le résultat, j'ai mis en forme. Donc, ils dépenseront entre 50 unités monétaires et 58, et je vous ai représenté ça. Alors, l'échantillonnage, les valeurs que j'ai ici, si vous regardez bien, en fait, la moyenne était à 51. Cet échantillon-là n'est pas forcément représentatif, c'est ce qui explique ce léger décalage, n'est pas forcément représentatif parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu différentes. Donc voilà, j'en ai fini, je vous ai montré un peu comment fonctionne le machine learning, où à partir de données connues, qu'elles soient démographiques et achète, n'achète pas, et combien ils dépensent par mois, j'ai pu faire apprendre à un algorithme comment prédire ça, et ensuite, avec des web services, injecter des données et avoir en sortie des valeurs prédites de chances d'avoir des clients qui achèteront des vélos ou pas, et des revenus mensuels moyens. Voilà. Donc j'ai un peu débordé de 7 minutes, vous m'en excuserez, mais en tout cas, je voulais vous montrer ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette session jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à aller sur mon blog, hein, pggr.net, et de me poser des questions ou d'utiliser mon adresse mail qui est pggr@pggr.net. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans tous les cas. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour cet event des 24 heures du pass et à peut-être une prochaine fois. Merci, au revoir.